Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où on se retrouve pour notre point culture, bilan culturel, où j'essaie de te convaincre par tous les moyens de regarder ce que je vais te proposer. Une sélection de documentaires, une sélection de films et je te parle d'un livre. Et si jamais j'ai lu quelques newsletters ou podcasts, je te les partage. Alors on commence directement par la sélection documentaire. Le premier documentaire que je vais te partager, c'est Big Pharma, la face cachée de notre santé, ou Labo Tout-Puissant par Arte, qui est disponible sur Amazon Prime en ce moment. Alors, bon, je pense que pour la plupart des gens, mais je sais que tout le monde n'est pas encore à ce niveau-là. On n'est pas tous au même niveau d'éveil, de connaissances. On sait que l'industrie pharmaceutique, c'est quelque chose. Dans ce documentaire, je ne mets pas la charrue avant les bœufs. Dans ce documentaire, on va nous présenter tous les mécanismes qui sont en place dans l'industrie pharmaceutique. On nous explique voilà, que la santé est devenue un produit commercial comme les autres. C'est devenu du business. La santé des hommes est reléguée. Voilà, ce n'est pas la santé qui compte aujourd'hui, c'est un chiffre d'affaires. Voilà où l'avidité des hommes nous a conduit. Et ce documentaire va nous présenter différentes affaires, bien évidemment avec le spectacle en fond. La toile de fond qui est les États-Unis où c'est un marché complètement libre. Nous avons encore la grâce, le cadeau en Europe, en tout cas en France où je me trouve, d'avoir un marché qui est assez régulé, où voilà, il y a certaines règles, où on ne peut pas augmenter des prix. Voilà, c'est pas un produit business comme on pourrait faire n'importe quoi, comme aux États-Unis. Voilà, où il y a eu pas mal de scandales par rapport à des augmentations de prix exagérées sur certains médicaments, comme pour le diabète ou le cancer. Donc, ce documentaire va nous montrer des mécanismes qui sont mis en place, des réalités de l'industrie pharmaceutique, puisque aujourd'hui, le but n'est plus vraiment de soigner ni de guérir ou de faire du bien, mais plutôt de faire du chiffre d'affaires. Et je crois qu'il est important pour nous de le comprendre. C'est un documentaire assez difficile à voir. Bon, la plupart des documentaires que je te présente ici ne sont pas non plus une tasse de thé entièrement. Je te présente toujours un documentaire un peu choc, mais parce que c'est des choses, je crois, que nous devons savoir. On a besoin de s'éduquer nous-mêmes. On a besoin de se former nous-mêmes parce que personne ne nous le dit à l'école. Et le système scolaire est corrompu. Oui, tout est corrompu dans notre société parce que tout s'achète avec de l'argent. Donc même ce que les médecins et les pharmaciens savent sont payés. Dixit, la fabrique de l'ignorance. Si tu ne l'as pas encore vu, va regarder mon point culture numéro 1. Je crois que c'est un documentaire que tout le monde devrait voir. Tout le monde devrait voir parce que la science, si la science est manipulable, que nous reste-t-il en fait? Que nous reste-t-il si on peut faire dire ce qu'on veut à la science? Que nous reste-t-il? Rien. Tout est manipulable, tout peut s'acheter. Et donc, on va vraiment partir sur un spectre de certains médicaments qui sont des médicaments importants et plusieurs scandales qui ont fait choc au niveau de la santé, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici en Europe, et voir comment, au final, il y a corruption également au niveau de l'Union européenne par rapport à tout ce qui est médicaments, la manière dont les lobbying pharmaceutiques vont faire pression sur les politiques pour qu'ils dérèglent certaines choses, pour qu'ils enlèvent certaines barrières, pour qu'ils augmentent, pour qu'ils puissent faire du chiffre d'affaires. Oui, pour qu'ils puissent faire du chiffre d'affaires. Donc, il faut savoir comment fonctionne notre monde. C'est important parce que parfois on a l'impression qu'on n'a pas le contrôle. Mais c'est nous qui élisons ces personnes-là à un certain niveau. Donc je crois qu'il est important qu'on sache afin que lors de certaines élections, lors des moments où on va passer à la caisse, où on sort notre carte bancaire, on exerce ce pouvoir-là que nous avons parce que c'est notre cachet, voilà. Notre argent est un acte. Nous avons le pouvoir de l'argent, c'est nous. L'argent est dans nos poches, mais parfois, par l'ignorance, on ne se rend pas compte à quel point nos choix sont très décisifs par rapport à notre santé, à nous-mêmes. Donc, c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, parce qu'on peut se dire que, oh non, mais nous sommes en Europe, voilà, et le système de santé est bien, et même encore ici, on voit que c'est en train de se péter. Donc ça nous rappelle l'importance de prendre en charge nous-mêmes notre propre santé. Oui. La santé c'est très important, on le sait, mais moi je crois vraiment que l'industrie pharmaceutique marche main dans la main avec l'industrie agroalimentaire. Je crois que c'est les mêmes, voilà, j'en suis sûre. Ils se connaissent tous là-bas. Donc ils ont intérêt à pourrir la santé des gens avec l'alimentation pour qu'ils deviennent des malades à vie. Voilà, donc ça marche main dans la main, le business est florissant et tout le monde se fait de l'argent. Donc, je me calme.
Nous avons besoin de prendre soin de notre santé. Vraiment, quand moi je suis sortie de ce documentaire-là, je me suis rendu compte encore ô combien il est important de faire les bons choix. Il est important, vraiment très important. Tu vois, dans le dernier, je crois que c'est le numéro 2, le point culture numéro 2, je te parlais du piège des aliments ultra transformés, accros à la bouffe. Non, c'est pas que je te disais que je suis sûre qu'il marche main dans la main. Il marche main dans la main. J'en suis convaincue. Ou voilà, on va nous habitués, nous rendre accros à des nourritures, à des aliments qui ne sont pas bons pour nous, qui nous rendent malades et on se retrouve à dépendre d'un système de santé qui est également affecté par l'argent, par l'avidité, par la course aux chiffres d'affaires. Parce que si on veut faire le plus de chiffres d'affaires, bon, on n'a pas intérêt à ce que les gens guérissent et ben, on va mettre le prix le plus maximum et faire le plus de marge possible. Donc, il faut regarder ce documentaire. Vraiment, je te le conseille. Je te le conseille vraiment vivement. Ça va t'encourager. Moi, ça m'a encouragé. J'y travaille. Je ne suis pas parfaite. Personne n'est parfait. Mais vraiment, apprendre les responsabilités de notre propre situation. Parce que parfois on va se dire qu'on n'a pas les moyens, voilà, voilà, avec l'inflation, nous sommes dans une situation assez particulière, mais je crois que peu importe dans quelle situation on se trouve, vraiment, je mets des guillemets, des enjolivements, il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des choses qu'on peut faire au maximum. Bien évidemment, si quelqu'un regarde ça, je ne parle pas de la personne qui est SIF, qui n'a pas à manger, qui n'a pas ceci, qui n'a pas cela. Vous me comprenez, mais nous, la plupart des gens lambda, de la classe moyenne, classe populaire, à qui on, voilà, c'est chez nous, voilà, c'est parce que bah, les classes UP, bah, eux, ils font les bons choix, parce que déjà, de 1, c'est eux qui font tout ça. Mais ils ont les moyens d'avoir les nutritionnistes et autres. Mais je crois que parfois, on ne se rend pas compte qu'il y a des moyens qui sont, il y a des choses qui sont à notre disposition. Et l'éducation, la connaissance nous manque tout simplement. Il y a une parole dans la Bible qui dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc si on ne sait pas, comment pourrons-nous faire les bons choix? Donc je te conseille vraiment de regarder ce documentaire-là. Si tu avais encore foi en l'industrie pharmaceutique. Il risque de t'ôter de te mettre un dégoût profond. Parce que quand on regarde même ce qui s'est passé avec la dernière pandémie, avec lors du confinement, tout ce genre de choses là, et tout ce qui a été comme course au vaccin, alors, je pense qu'on s'est rendu compte, moi ça m'a ouvert les yeux, ça m'a ouvert les yeux à quel point ben, notre santé n'était pas vraiment au cœur de nos politiques. Ils n'avaient pas vraiment nos intérêts à cœur, non. Non, 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 non. Chacun, comment on dit chez nous, chacun chez soi, Dieu le pousse. Chacun pour soi, Dieu le pousse. Donc, faisons attention à cela. Big Pharma, labo tout puissant. Les labos, le lobbying pharmaceutique est très 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 puissant et vraiment pas dans l'intérêt du peuple. Donc, je te conseille de regarder. Deuxième documentaire, c'est la crise de foie du bio, toujours par Arte. Alors là, on va parler du bio. Et ce qui était intéressant, problématique, c'est triste, hein, franchement c'est très très triste de voir à quel point les agriculteurs lambda, c'est-à-dire que pas les grosses, hein, il y a toujours cette différence là, cette stratification entre les gros industriels agricoles et l'agriculteur lambda. Donc on a toujours un peu entre le gros et les personnes lambda où bah, c'est très compliqué aujourd'hui pour les agriculteurs de pouvoir vraiment faire du bio entre toutes les normes qui sont mises en place, notamment au niveau français, parce que le documentaire est un peu fait sur l'Union européenne principalement, toutes les normes qui sont mises ici et la différence avec les industriels. Parce que depuis qu'on a fait le bio, on se rend compte dans nos supermarchés que même tous les gros industriels font du bio. Mais comment arrivent-ils à faire du bio ainsi et à le vendre ainsi à si bas prix? Parce que normalement, le bio ne doit pas coûter aussi moins cher. Et donc, on va nous montrer comment les industriels se débrouillent pour faire du bio à aussi bas coût. Bien évidemment, il est plus cher que des aliments normaux, mais il y a anguille sous roche, bien évidemment, c'est à notre avantage ou pas, c'est à chacun de voir la chose selon sa lecture, mais on va nous montrer les mécanismes que les industriels agroalimentaires vont utiliser pour faire du bio en masse. Et cette production de bio en masse, il y a un problème qui se pose, c'est que entre l'agriculteur lambda et l'industriel, l'agriculteur n'arrive plus à suivre toutes les règles qui sont mises en place pour pouvoir produire du bio et il devient perdant. Voilà, c'est la problématique qui se pose aujourd'hui et que ce documentaire va nous mettre en avant. Et si l'agriculteur, en fait, l'agriculteur qui n'a pas de grands champs et qui n'a pas une production aussi intensive, peine
Parce qu'il y a de nombreux agriculteurs qui ont dû revenir à une agriculture normale parce qu'ils ne gagnaient plus d'argent, parce qu'ils se font asphyxier par toutes les normes qui sont mises en place, toutes les règles qui sont mises en place. Et à côté, quand on va chez les industriels agroalimentaires qui font du bio, on se rend compte que ce bio-là, c'est un bio particulier. C'est un bio particulier, la main d'œuvre qui est utilisée, vraiment, on entre en profondeur et c'est triste. C'est triste. À quel point l'argent vient un peu parasiter l'amour, le gain, l'avidité, le désir de gagner toujours plus, vient parasiter toutes les sphères, tous les niveaux, tout, au niveau de la vie d'un être humain. Donc, c'est à voir, c'était intéressant. Parce qu'à un moment donné, moi, personnellement, je me posais la question, vraiment, y a-t-il intérêt aujourd'hui à manger du bio? Parce que tous les sols sont parasités, tous les sols sont infectés. Donc, y a-t-il vraiment un intérêt? Et bien évidemment, le documentaire nous convainc que quand même ça vaut la peine, parce que entre l'agriculture non biologique et l'agriculture biologique, il y a quand même moins de pesticides. Les pesticides, il y a toujours des pesticides, ça je savais pas. Il y a quand même des pesticides chez le bio, mais c'est pas le même type de pesticides. Donc, ça ouvre beaucoup de questions et on se rend compte que ce qui est vraiment très important pour nous, ce que j'en tire à titre personnel, c'est de privilégier au maximum les circuits courts déjà, de faire au maximum ce qui est de saison et il y a beaucoup de choses à faire. Ça devient de plus en plus compliqué de vivre dans ce monde, d'essayer de vivre de manière assez saine, parce qu'on a l'impression que tout le monde nous combat, quoi. Tout le monde ne veut pas que nous soyons en bonne santé. Et ça rejoint au final, tu vois, quand je te disais que je suis sûre que l'industrie agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique, je suis sûre que c'est les mêmes. Ils marchent main dans la main et s'assurent que l'un nous pourrisse la santé et que l'autre là-bas nous garde accro, donc, bio, la crise de foi, je pense que c'est un documentaire intéressant. Il n'est pas vital non plus, mais il peut te convaincre, toi, si tu avais du mal un peu à comprendre les combats des agriculteurs, parce que il y a quelques mois déjà en arrière, il y a eu une grande révolte des agriculteurs un petit peu dans l'Union européenne et même au Canada. Donc, ça permet de comprendre un peu quels sont leurs combats, parce que des fois, on ne comprend pas, on se plaint que la viande soit chère. Nous, en tant que consommateurs, on veut toujours la viande la moins chère, mais, comme on dit chez nous, le moins cher est toujours cher. Donc c'est important, ça permet de comprendre pourquoi mettre quand même un prix dans une certaine qualité a de l'importance. Et ce n'est pas juste pour un certain branding, ce n'est pas juste pour faire genre, parce que ça a vraiment de l'importance pour notre santé. C'est vraiment, vraiment important. Donc, ils vont nous balader un peu entre différents agriculteurs, différentes cultures agricoles, pour nous faire comprendre pourquoi non seulement il y a de plus en plus un manque de confiance, parce que comme je disais, à force de voir du bio partout, tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment du bio? Est-ce que ça vaut la peine et tout? Pourquoi il y a cette crise-là et quels sont les différents enjeux, quels sont les différents mécanismes que les agriculteurs, les gros industriels vont mettre en place et quelles sont les souffrances, quelles sont les difficultés des petits agriculteurs et quelles sont les choses qu'ils mettent en place justement pour contrecarrer un peu cette asphyxie que le système essaye de mettre en place pour les faire vendre. Voilà, donc bio, la crise de foi par Arte. Et dernier documentaire, on va encore beaucoup plus light et là on est sur Agatha Christie, 100 ans de suspense par Arte. Alors, sachant que je suis une grande fan d'Agatha Christie, je l'ai vu, bien évidemment, et c'est un magnifique documentaire qui va nous balader au fil de ses œuvres, certaines de ses œuvres les plus mythiques. Donc, dans ce documentaire, on va aborder 10 œuvres les plus populaires, les plus connues, les plus principales, qui ont été également adaptées au cinéma d'Agatha Christie. Et ce qu'on découvre, déjà de un, c'est que c'était une préparatrice en pharmacie, et donc elle avait des connaissances en poison. Donc, j'ai trouvé ça très beau, et ça m'a inspirée parce que elle a utilisé ses connaissances qu'elle avait pour écrire ses œuvres. C'était pas non plus une dame qui a fait de la littérature ou qui a fait de grandes études de littérature ou whatever en fait. Elle a utilisé ses connaissances au maximum, tout ce qu'elle connaissait pour créer ses œuvres. Et donc moi je me dis chacun d'entre nous en fait, on connaît beaucoup de choses et on peut utiliser voilà
toutes ces connaissances qu'on a et pouvoir les relier nous-mêmes pour créer des choses intéressantes. Donc c'est un des points qui m'a beaucoup marqué, qui m'a encouragée dans le processus de créativité, parce que des fois on se compare énormément quand on voit des chefs-d'œuvre. Aujourd'hui un peu avec internet, avec les algorithmes, on a tendance à créer les mêmes choses pour avoir le plus de visibilité. Et parfois, quand on n'entre pas dans le moule de ce qui est créé, quand on ne correspond pas à ce type de créativité-là, on peut se sentir un peu perdu. Donc, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à proposer d'intéressant? Et du coup, c'était intéressant de voir comment elle, qui est devenue aussi célèbre, aussi connue, son processus de créativité. Il y a une phrase qu'elle a dit, rien de tel que l'ennui pour se mettre à l'écriture, que j'ai trouvé vraiment une phrase très très belle. Et voilà, on se balade, c'est vraiment très très beau. Et ce documentaire, il était sorti, donc il est sur YouTube, je te mettrai le lien en description. Il était sorti bien évidemment en promotion de La mort sur le Nil, qui était sorti. Je ne sais plus quels étaient les acteurs principaux de ce film-là, je ne sais même plus quelle était la date. Mais c'est vraiment très beau parce que on va voir tous les différents acteurs qui ont incarné Hercule Poirot au cinéma, et on va se balader comme ça. Donc c'est vraiment très cosy, c'est très chill. On étudie ses différentes œuvres, on étudie aussi sa vie, parce que sa vie aura influencé ses œuvres comme toute personne. Notre quotidien, nos épreuves vont influencer nos œuvres. Donc on voit un peu ses déboires familiaux et ses œuvres, comment elle a continué à écrire, sa progression. Donc c'est voilà, un documentaire un peu artistique par rapport à l'œuvre d'une artiste, la reine du polar. Bien évidemment, il y a des points un peu, il y a des coquilles ici et là dans le documentaire, hein. Mais bon, voilà. Pour les fans de l'histoire, les fans de culture, c'est un très bon documentaire à voir. Les fans d'Agatha Christie, d'Hercule Poirot, du policier. C'est un documentaire très intéressant à voir. Maintenant, on va passer au moment de film. Voilà, onglet film. Et je vais te parler. Je vais essayer de te vendre le film le plus nul, mais un de mes films que j'aime beaucoup. Il n'est pas vintage, voilà. Aujourd'hui, je te parlerai de deux films qui ne sont pas du tout vintage, mais que j'ai vus récemment et que j'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai revu pour l'un, hein, re-revu. Et un autre, c'était une première vue. Donc, le premier film que je vais te parler, c'est pas le nul, hein, c'est La magie de l'amour, que j'ai vu, qui était sur Amazon Prime. Donc on reste un peu sur le thème du cozy love, l'amour qui sauve, l'amour rédemption, cowboy, ranch, voilà, cozy love, voilà, on reste vraiment dans ce thème-là, comme avec Sauvé par amour. Voilà, c'était Sauvé par amour l'autre. Là, c'est la magie de l'amour. On est toujours dans l'amour. Et donc, je crois que c'est des films un peu... c'est des films très... comment dire ça? Ils sont doux. Voilà, dans ce monde de brut, on a besoin un peu de douceur. Et donc c'est l'histoire en fait d'une jeune femme qui tombe enceinte. Donc je ne pourrais pas te dire quelle c'est la période où il y a eu l'attaque Pearl Harbor. Voilà, je crois que c'est l'époque de Pearl Harbor, donc je ne pourrais pas te dire, je sais pas c'est quoi la date, j'ai oublié la date. Et donc ça passe cette période-là aux États-Unis. Il y a une jeune femme qui tombe enceinte hors mariage. Elle était instruite, elle était à la fac, et son papa décident de la punir en l'envoyant se marier très loin chez un fermier, aussi loin possible. Donc elle quitte de la ville pour aller dans une ferme. Donc elle est toujours amoureuse. Le papa, celui qui l'a enceintée, a décampé. En tout cas, il n'est pas dans le scénario. Et elle se retrouve mariée. Comme ça, à l'époque, on se mariait. Et puis devant le pasteur, et puis c'était fini. Hein, devant le prêtre, et puis c'était fini. On était mariés. Hein. Donc on voit un peu cette histoire de développement, de confiance entre un mariage arrangé entre le mari et la femme. Donc elle était surprise, elle lui dit est-ce que tu vas accepter mon bébé? Lui il était prêt, il dit oui non c'est mon bébé, je vais l'accepter et tout. Et donc on découvre un peu cette histoire où il y a une construction entre le personnage principal également, mais également tous les autres personnages qui sont autour, parce qu'il y a des japonaises. On voit un peu les modifications qui sont passées dans le pays suite à cette attaque là, comment les différentes populations ont dû quelles ont été les conséquences pour les populations japonaises qui vivaient aux États-Unis à cette période-là. On voit également avec le nazisme qui était également en cours en Europe. Donc on a également ce mix un peu historique là qui rentre dans l'histoire, mais le socle principal c'est l'amour, c'est la relation entre cet homme et cette femme qui va se construire au fur et à mesure. Donc un mariage arrangé où il n'y a pas d'amour au départ et qui pas à pas va commencer à se développer, où on voit comment chacun essaye de faire de l'effort l'un vers les autres, de s'intéresser à l'autre. J'ai trouvé ça très beau pour nous aujourd'hui, qui sommes un peu dans une course. Vraiment quand je regarde tout ce qui est contenu sur les discussions
d'amour, de relations. C'est très compliqué pour nous aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on a mis tellement de barrières, tellement de complications. C'est dur, hein. Franchement, c'est dur. L'environnement. L'environnement est très anxiogène, même dans les relations, quelque chose qui est censé être bien. C'est devenu très anxiogène. Donc, voilà, on veut ça, chacun veut ceci, chacun veut cela, mais on parle plus des efforts qui sont mis en avant, qui doivent entrer dans une relation. Et là, dans ce film-là, on voit les efforts que l'un et l'autre, les compromis que l'un et l'autre, les erreurs que l'un et l'autre, et bien évidemment, le pardon. Oui, le pardon, parce que dans une relation, le pardon, on a besoin de continuellement se pardonner. Donc, c'était vraiment très très beau. Ça m'a rappelé encore l'amour de Dieu, le pardon. Deuxième film. Qui là, c'est du comique, hein, c'est de l'exagéré, un peu d'action, l'espoir, l'espion qui m'a largué. C'est ce film que je dis qu'il est nul, mais c'est un de mes films favoris. En fait, c'est un de mes films cosy, un de mes comfort movies. Et donc, je l'ai revu dernièrement sur Amazon Prime. À l'époque, je l'avais même téléchargé, c'est pour te dire, je l'avais téléchargé et je le regardais comme ça. C'était mon film comme si, voilà. Et c'est un film où tu as une jeune femme qui sortait avec un espion sans le savoir. Il se fait buter. Il lui donne avec sa copine une clé, bien évidemment, qui comprend tous les différents codes qu'il faut empêcher la pègre, la mafia, en tout cas les différents espions de s'en emparer, sinon c'est la fin du monde. Bref, tu connais le scénario habituel en termes d'espionnage et tout. Donc les voilà qui se retrouvent aller en Europe, deux Américaines en Europe, tu vois les clichés. En fait, c'est un film rempli, bourré de clichés. Bon, il est assez crasse en termes de langage, assez grossier sur certaines choses. Voilà, ça vraiment, je te le dis, il est assez grossier, mais c'est du comique exagéré. En fait, c'est une parodie. Vraiment, c'est une parodie du film d'espionnage. C'est vraiment une parodie des films d'espionnage avec ces deux copines-là qui se retrouvent là. Tu en as une qui est un peu plus réservée et l'autre qui est vraiment dans l'exagération, le côté extraverti, le côté... Non, mais c'est exagéré sur tous les bords. Mais qu'est-ce que je fais? Il est fun. Il est vraiment fun. Je trouve qu'il changeait. C'est pas du tout du James Bond, c'est pas du tout du Mission Impossible, c'est pas du tout cela. Donc c'est vraiment dans l'exagération, dans le comique, dans la parodie. Donc si tu aimes, si tu es intrigué, regarde-le. Mais il est nul. Tu rigoleras pas tout le temps et tout. Moi je le trouve fun. Moi je le trouve vraiment très fun. Je trouve que la manière dont ils ont voilà, parodié les exagérations et tout, elles sont on point. On point. Donc je te le conseille. L'espion qui m'a largué. Et maintenant on passe à la section film avec Miss Marple au club du mardi. Yeah. Bien évidemment, je t'en parle parce qu'on a parlé de Agatha Christie 100 ans de suspense. Donc pourquoi ne pas rester avec la queen du polar. Et ici, on a une autre détective. Tu vas voir que bon, pour les premiers livres que je t'ai présenté différents détectives. Et ici, c'est Miss Marple. Bon, je n'ai pas lu beaucoup de films de polar. Hein, vraiment, je n'ai pas exploré un grand éventail. Mais sur les trois, en tout cas la plupart les plus connus que je connaisse, il n'y en a pas beaucoup de détectives féminines. Voilà, pour le moment, je n'ai pas encore en tête d'autres détectives féminines pour le moment. Et on entre avec Miss Marple. Donc j'ai trouvé la manière dont Agatha Christie a utilisé cette vieille dame là, qui n'entre pas vraiment dans la description, en tout cas dans l'imaginaire qu'on peut avoir d'un détective qui résout des affaires. C'est une vieille dame, c'est une mamie dans un village, voilà. Mais comme on dit, dans les villages aussi il y a des meurtres, voilà. Dans les villages il y a des êtres humains qui vivent, des êtres humains égoïstes, avec leurs différents plans, leurs différents penchants, leurs différents défauts, des êtres humains partout. Et à partir du moment où il y a des hommes qui vivent quelque part, des problèmes sont voués à y arriver. Donc c'était intéressant la manière dont elle va créer ce personnage-là, qui résout des affaires. Elle ressemble plus, bien évidemment, à Hercule Poirot qu'à Sherlock Holmes. Et ici, elle n'a pas vraiment d'acolyte. Voilà, il n'y a pas d'acolyte, c'est vraiment juste Miss Marple. Voilà, c'est juste Miss Marple qui fait son petit tricot, tout tranquille. Mais tu vois, elle sait tout. Voilà, c'est la mamie et tout, qu'on a l'impression, tu vois, c'est un peu comme nous les jeunes, on a l'impression qu'on sait tout. Et puis on arrive, c'est mamie qui a déjà tout vécu et donc qui sait. Elle nous regarde seulement d'un petit coin à travers ses lunettes comme ça. Avec un air attendrissant, ma fille vit encore. Donc j'ai beaucoup apprécié ce livre d'Agatha Christie. Et à l'époque, même dans mon podcast, j'en avais parlé de quelques leçons que j'avais tirées de ce livre-là, avec énormément de leçons de psychologie, bien évidemment, comme avec Agatha Christie, comme dans tout policier. Les leçons de psychologie qu'on y tire sont très passionnantes. Donc si vraiment c'est quelque chose que tu aimes énormément, je te mettrai le lien de mon podcast que je vais reprendre ce mois si tu as regardé ma vidéo
ma vidéo plan d'avril, là où je te partageais quelques-uns de mes objectifs, hein, que je vais reprendre. Je t'avais partagé, où je partage vraiment tout ce qui est psychologie, développement personnel sur les livres. Vraiment, c'est vraiment des analyses de livres, des leçons tirées de livres. Donc c'est un très très bon livre, comme je disais. Je fais juste la comparaison entre ces trois détectives qui n'ont vraiment rien à voir l'un avec l'autre. On a un vieux monsieur chauve avec sa moustache qui est très à point, vraiment très à fleur peau sur l'ordre, la méthode, les petites cellules grises. Tout doit être en ordre, voilà. On a Sherlock Holmes qui se rue au sol, qui se shoot, qui se drogue, qui n'aime pas l'ennui, voilà. Mesquin, hautain, égoïste. Et puis on a Miss Marple à côté, dans son petit fauteuil, qui sait tout, mais le calme incarné, la douceur, voilà, je sais, je suis dans mon coin. Donc c'est très intéressant. Donc si jamais tu cherches quelque chose de différent, si je te lis un peu la quatrième de couverture, du fond de son fauteuil où elle se tient très droite tandis que ses mains tricotent, une vieille demoiselle pleine de malice écoute ses amis, un colonel et un haut fonctionnaire de Scotland Yard, tous deux à la retraite, un vieux pasteur et un médecin plein d'expérience, une charmante actrice racontait cette étrange histoire où glisse l'ombre d'un criminel inconnu. Et toujours Miss Marple le découvre, ce criminel, parce que, dit-elle avec modestie, elle a beaucoup observé les petites gens de son village et que la nature humaine est partout la même. Donc c'est un très bon élément pour nous à garder en tête. L'être humain reste l'être humain. Voilà, l'homme reste l'homme. Donc je n'ai pas vraiment grand chose à dire sur ce personnage là, à part vraiment faire le comparatif, hein. On reste dans la même tonalité qu'avec Hercule Poirot, où nous sommes dans un village où on a des personnages qui se retrouvent à un endroit fixe et le meurtrier se trouve être une personne parmi les personnages. Donc ça reste un peu le même schéma ensemble, et puis à la fin il y a la révélation. On retrouve, c'est à dire qu'au début il y a un incident et puis à la fin du livre on se retrouve avec tous les personnages qui sont assemblés en cercle, en tout cas dans la même pièce, et il y a le dévoilement du meurtrier avec plein de leçons à côté, plein d'histoires parasitaires bien évidemment à côté, et c'est ça qui fait tout le charme. Donc tout le long on essaie de découvrir qui est-ce, et qui est-ce. Donc voilà pour ma sélection culture de ce point. J'espère que tu auras apprécié. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà lu ce livre là, as-tu déjà vu ces documentaires ou ces films là? Dis-moi ce que tu en penses, et si jamais tu as vu d'autres films que d'autres de mes sélections, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, et on se dit à la prochaine fois. Bye bye.